Homo Micro. Bonsoir à tous, merci de rejoindre l'émission qui se prend Homo Micro en partenariat avec Pink TV. Livres, PMA, sexe et cinéma, ce sont les sujets que nous allons aborder ce soir avec Catherine qui fait son retour ce soir. Bon, Catherine. Bonsoir Brahim, bonsoir à tous. Une page politique avec toi pour nous parler PMA et c'est un peu le point de vue des politiques, c'est ça ? On va parler PMA et puis on va faire un point de situation par rapport à ce qu'avait promis le candidat Macron et ce que pourrait faire aujourd'hui le président Macron. Ça va faire débat tout à l'heure. Merci Catherine. Pour parler livres, nous avons avec nous Nicolas Van Stock qui fête son retour aussi. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et à tous. Ça fait plaisir. Mais oui, ça me fait très plaisir. Il y avait bien des années que tu n'étais pas passé par Homo Micro à la radio. À peu près 2 ans, je crois. Ouais, au moins. Parole de libraire, c'est avec toi. Donc tu représentes les mots à la bouche. Et ce soir, tu nous présentes 2 livres. Oui, des livres récents. Un roman graphique d'une jeune dessinatrice lesbienne américaine super douée, Tilly Walden. Et ensuite, je vais vous parler d'un livre foisonnant de l'auteur et éditeur chez Grasset, Charles Danzig, qui s'amuse à répertorier méthodiquement nos gestes et aussi un peu les siens. Il va nous donner envie de lire Nicolas qui remplace Éric Garnier qui est parti à la retraite. Oui, on perd pas au change. Non, c'est vrai. Il nous écoute, il est parti. Il était question qu'il revienne ce soir, mais il nous a un peu, comment dirais-je, trompé. Il nous avait dit qu'il y avait du décalage horaire, donc c'est là-bas, vrai. Il était 21h15 et qu'il dormait. Ouais, donc j'exagère à peine. Ouais. Non, 22h30, c'est ça 23h, quasiment. Il adore les livres, il adore la politique et il adore aussi le sexe. Le plus de l'actu ce soir avec comme si j'étais Nicolas le seul. Rividi. Non, moi j'aime pas trop, contrairement à toi. De quoi ? C'est ça, bien sûr. Bon, on en reparlera plus tard. Hein, voilà. Donc, tu vas nous proposer donc des choses pour nous permettre de nous évader et de nous surpasser. Eh ben oui, ce soir on parle chemsex et performance dans le plus de l'actu. Ah là là, ça va être passionnant. J'aurais besoin de découvrir et de connaître plein de choses. Il a abandonné sa chronique Vivons gaiement pour passer au cinéma ce soir. Bonsoir Éric Brulin. Bonsoir Brahim, bonsoir à tous. Oui, juste pour ce soir, hein, mais comme j'ai eu la chance d'assister à l'avant-première d'un film proposé par le festival Chéri Chéri, c'était jeudi, j'ai eu envie de vous en parler ce soir. Ça s'appelle Battle of the Sexes. La clôture, c'est demain. Hein. C'est demain, ouais. Ouais. Vous y serez, non ? Moi, j'y serai avec Daniel, qui nous filme et qui réalise l'émission Homo Micro TV, que nous voyons en face de nous. Donc, on y sera demain pour la clôture. Rappelle-nous le film, d'ailleurs, de clôture soir, demain. De clôture, c'est oui. Marvin. Ouais. Vous en parlerez peut-être tout à l'heure. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Isabelle réalise la partie radio. Bonsoir, Isabelle, comment ça va ? Bonsoir Brahim, bonsoir à tous et à toutes. Ça va ? 2 morceaux ce soir ? Oui, 2 morceaux ce soir, comme d'habitude. Ouais. On aura un morceau d'un grand groupe américain et d'une petite chanteuse suisse. Ouais. Voilà. Profitez vraiment bien d'Isabelle, parce qu'un de ces 4, elle nous quittera pour assurer la programmation de... J'ai cru que j'allais mourir d'un coup. Non, de France Musique ou de radio, une radio musicale sur Radio France aussi, qui assure tellement que ces musiques sont sympas. Tu connais un peu, tu as déjà écouté un peu ce que nous passait Isabelle ce que nous passe Isabelle la plupart du temps ? Non, mais j'ai hâte de découvrir. Tu vas découvrir. Merci de rester avec nous. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. La PMA et la volonté politique avec Catherine Michaud. Tendez bien l'oreille, ça va faire débat. Oui Brahim, aujourd'hui je vais vous parler PMA, procréation médicalement assistée. Promesse du candidat Macron sous condition d'un avis favorable du CCNE, Comité consultatif national d'éthique. Le CCNE a rendu en juin dernier un avis favorable. On aurait pu croire alors qu'un projet ou une proposition de loi serait déposée à la rentrée. Eh bien non. Dès juillet, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, nous expliquait qu'il faudrait attendre les états généraux des lois bioéthiques courant 2018 pour un texte de révision des lois bioéthiques en 2019. Récemment, dans son unique interview télévisée à des journalistes français depuis son élection, le président de la République confirmait ce calendrier et précisait même, je cite, « Le politique ne doit pas imposer un choix en brutalisant les consciences » et a insisté sur le caractère, je cite, « complexe » de ce sujet qui, je cite encore, heurte les convictions philosophiques et religieuses. Donc,
Comme Hollande, Macron s'est d'abord caché derrière le CCNE, et comme Hollande devant le Congrès des maires de France lors des débats sur le mariage et l'adoption en 2012, il s'est perdu dans la notion de conscience. Non, Monsieur le Président, non, Madame la Ministre, la PMA pour toutes les femmes n'est pas un sujet éthique relevant des lois bioéthiques puisque la PMA est déjà légale en France pour les couples hétérosexuels infertiles. Non, la PMA ne pose pas de problème de conscience. Et non, la PMA dans une république laïque depuis plus de 100 ans ne doit pas être contrainte par le religieux. La PMA est surtout un sujet de volonté et de courage politique. La PMA est avant tout une liberté fondamentale, supplémentaire pour toutes les femmes à disposer de leur corps. Vous cherchez le consensus avec des extrémistes qui ne seront jamais convaincus, ne veulent pas, absolument pas l'être. Leur unique objectif est d'infuser leur vision religieuse de la famille et des sujets de société en général. Ils sont contre nos mariages, contre l'homoparentalité, contre l'IVG, contre l'euthanasie, contre le divorce. Leur vision de la société française s'est arrêtée à l'avant Valéry Giscard d'Estaing. Les mêmes qui, au second tour de l'élection présidentielle, n'ont pas su appeler à voter clairement pour vous, n'ont pas su faire un front républicain, laissant imaginer leur flirt avec un autre front. Nous, responsables politiques, ne devons pas donner crédit à ces personnes. Nous, lesbiennes, femmes célibataires, attendons, Monsieur le Président, un texte volontaire avec une PMA sans restriction, telle qu'elle se pratique déjà aux portes de la France à travers l'Europe. Nous ne voulons pas d'une PMA au rabais qui serait conditionnée au type de famille qui la sollicitera. Nous ne voulons pas une année de manifestations haineuses de groupuscules d'extrême droite jugeant nos familles, nos projets, nous crachant leur homophobie au visage. Nous ne voulons pas d'un débat qui, encore, s'éternise. Alors j'appelle des parlementaires progressistes, humanistes, de tous bords, à s'unir rapidement, au-delà de leurs étiquettes politiques, autour d'une proposition de loi ouvrant la PMA à toutes les femmes, sans conditions ni restrictions. La force de leur union et leur nombre devra forcer le gouvernement à inscrire ce texte dans l'agenda parlementaire. À propos d'agenda, je pense que c'est pas pour demain la PMA, malheureusement, avec Macron. Peut-être qu'il faut imaginer que Macron, si jamais il se représentait dans 5 ans, ça fera partie du programme, mais j'ai pas le sentiment qu'ils en veuillent cette fois-ci. Un tour de table pour connaître un peu votre point de vue. Eric ? Alors, je suis peut-être moins pessimiste que toi, Brahim, sur le fait que ça se passe avant 5 ans. J'espère quand même qu'on va y arriver. C'est très décevant parce qu'effectivement, Macron se targue de tenir ses engagements. Il le fait sur un certain nombre de sujets, certainement, mais pas du tout sur celui-là. Et là, moi, je suis évidemment entièrement d'accord avec toi, Catherine. Et j'ai envie de dire, moi, je ne suis pas lesbienne, je suis juste un simple citoyen. Je ne suis pas directement concerné par la PMA. Mais je trouve que c'est un droit qu'on doit octroyer à toutes les femmes, sans restriction. Et je ne vois pas pourquoi on tergiverse. Nicolas Van Stock ? Je suis sur la même ligne, je comprends pas non plus pourquoi. Enfin, je comprends pourquoi ça prend autant de temps, mais c'est incompréhensible et inadmissible, et ça devrait avancer beaucoup plus vite que ça. Pour l'instant, les Françaises le font, enfin celles qui en ont les moyens, le font en Belgique par exemple. C'est un non-sens total à mes yeux. Nicolas Rividi ? Oui, pardon. Il faut rappeler qu'une PMA en Belgique ou plus généralement à l'étranger, dans les pays frontaliers, c'est entre 800 et 8000 euros selon le fait que ça fonctionne du premier coup ou pas, etc. Donc c'est un investissement qui est hyper important. Et au-delà de ça, je crois malheureusement qu'il n'y a pas trop d'effet de surprise. Il faut se souvenir que le candidat Macron, c'est le candidat de « on a humilié cette France-là » dans une interview assez polémique qui était arrivée à peu près 1 mois et demi avant le premier tour. Le candidat Macron, c'est aussi l'accueil chaleureux fait à Geneviève de Fontenay qui, quelques semaines après, était présente à la Manif pour tous qui finissait au Trocadéro pour expliquer que finalement, il fallait appeler ça guérillage et pas mariage. Donc finalement, dans la logique Macron, on ménage la chèvre et le chou au maximum et on génère exactement ce qui s'est passé avec Hollande, c'est-à-dire une frustration des deux côtés parce que au final rien n'avance quoi, et que les gens se tapent dessus. Donc je souscris aussi complètement aux propos de Catherine qui me semble être visé juste quoi. Voilà, on comprend pas pourquoi ça n'avance pas. On n'est quand même pas plus con que les autres dans ce pays quoi. Ouais. Enfin, Catherine, on craint peut-être aussi le retour de la manif pour tous. Sont-ils partis à un moment, Brahim ? Je Ouais. ne crois pas. La manif pour tous fête ses 5 ans.
Je pense qu'ils sont tout ce qu'il y a de plus près à en remettre une couche, quelques années après le mariage. Aujourd'hui, je pense qu'il manque une Simone Veil. En France, il en a fallu du courage à Simone Veil pour faire passer l'IVG. Eh bien, j'espère qu'Agnès Buzyn a un peu de Simone Veil, elle en aura besoin. Le moment venu, si ce texte sur la PMA vient pendant ce quinquennat, moi, ce qui me fait très peur, on a été reçu par Agnès Buzyn, quand je dis nous, c'est, comme tu le sais, je suis la présidente de Guélib, on a été reçu par Agnès Buzyn il y a quelques semaines au ministère. En l'état, on te dit qu'on ne sait pas ils ne savent pas ce qu'ils vont mettre dans ce texte. Je trouve ça assez inquiétant. Et j'espère juste que c'est pas pour nous faire patienter. En tout cas, on sait ce qu'on attend de ce texte, et j'espère vraiment qu'ils seront à la hauteur et que ça se fera et qu'ils seront à la hauteur. Affaire à suivre. Merci Catherine. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Parole de libraire, la sélection des mots à la bouche avec Nicolas. Alors Nicolas, tu voulais nous présenter 2 livres que vous défendez particulièrement à la librairie des mots à la bouche en ce moment. Alors, je voulais commencer par une bande dessinée, car pour la première fois, la librairie a participé au salon BD et Images LGBT, dont la 4e édition s'est tenue à la mairie du 4e à Paris, début novembre. C'est Jean-Paul Genquin, le rédac-chef de la revue BD LGBT, qui l'organise, et ça prend de l'ampleur chaque année. Ça permet à de jeunes auteurs et dessinateurs et dessinatrices LGBT, qui publient souvent en auto-édition, de faire découvrir leur travail et de rencontrer leur public. Alors comment ça s'est passé ? Il y a eu du monde ? Alors, c'était la première fois que c'était à la mairie et pas au centre LGBT, et compte tenu du peu de communication autour de l'événement, j'ai trouvé ça plutôt réussi. Il y a eu, je pense, 300-400 personnes qui sont venues. Il y avait une bonne vingtaine d'exposants et d'exposantes, et on avait invité sur notre stand le mangaka Gengoro Tagame, qui a fait un tabac pour la sortie du 4e et dernier tome de son manga Le mari de mon frère. D'ailleurs, il y a clairement un engouement du public pour la BD qui ne date pas d'hier et qui concerne aussi de plus en plus la BD traitant de thématiques gays, lesbiennes, bi ou trans. On voit bien à la librairie que quand on organise des séances de dédicaces avec des dessinateurs ou des dessinatrices de BD, ça fait venir beaucoup plus de monde. On a invité récemment Ralph Koenig, qui nous régale de ses BD drôles et militants depuis plus de 30 ans, et là, c'était carrément la folie totale. Et comme l'engouement pour la BD concerne un public de plus en plus vaste, les éditeurs prennent plus de risques, et je pense qu'on va voir paraître de plus en plus de titres à thématique LGBT chez de gros éditeurs. Et justement, la BD dont je vais vous parler maintenant est un bon exemple, puisque c'est la première parution en France d'une dessinatrice lesbienne américaine de 21 ans, qui s'appelle Tilly Walden, et c'est Gallimard qui le publie. Donc, en fait, c'est sa 4e bande dessinée, car elle a commencé à publier alors qu'elle était encore étudiante au Center for Cartoon Studies, et elle a déjà gagné des prix aux États-Unis. Alors, sa BD, ça s'appelle Spinning. C'est un roman graphique autobiographique de près de 400 pages qui raconte plusieurs années de son adolescence pendant lesquelles elle va s'éloigner de sa première passion, qui était le patinage artistique, qu'elle a pratiqué intensément depuis petite pour se découvrir un talent et une passion pour le dessin. Et c'est aussi le récit de l'émancipation d'une jeune lesbienne qui vit ses premières amours et ses premiers chagrins d'amour. Le dessin est très beau, très précis, sans fioritures, avec un usage parcimonieux et très original de la couleur, essentiellement dessiné en violet sur fond blanc avec quelques touches de jaune et parfois des fonds noirs pour souligner des passages dramatiques. Alors personnellement, le patinage artistique, c'est pas vraiment mon truc, mais elle truffe son récit de nombreuses remarques pertinentes sur cet étrange milieu qui oblige quand même des gamines à se maquiller et à effectuer des performances sportives ultra techniques en petites jupes courtes, dans le froid, devant des jurés essentiellement masculins. Les rapports souvent compliqués avec la famille à l'adolescence sont très bien décrits, surtout quand on sait, depuis la plus tendre enfance, qu'on est une fille qui préfère les filles. La vie au lycée est aussi évoquée, et les problèmes de harcèlement qui existent aussi entre filles, malheureusement. Il y a une vraie introspection, la plus honnête possible, sur l'esprit de compétition, les amitiés étranges qui se développent dans ce cadre, le prix à payer pour s'intégrer dans un groupe, et les ressorts étranges et incompréhensibles, même pour elle, qui la font se lever à 4 heures du matin presque tous les jours pour s'entraîner et devenir meilleure dans sa discipline. Donc retenez bien son nom, Tilly Walden, car je crois qu'une longue carrière s'offre à elle. Elle a mis la barre très haut tout de suite, et elle fait partie de ces artistes qui sont out en tant que lesbiennes ou gays dès le début de leur carrière, ce qui n'était pas si fréquent dans le passé. Vous en avez entendu parler autour de cette table, peut-être, Éric Brunat ? Non, pas du tout. Je suis content de découvrir. Vous êtes très BD ? Je crois que tu aimes bien la BD, Éric. Un peu, pas plus que ça. Moi, j'avais lu les écrits de Alison Bechdel, que tu connais certainement, Nicolas. Ah oui, ça c'est vraiment génial aussi. Ouais, mais voilà, j'ai découvert cette nouvelle auteure ou autrice, comme on dit parfois. On peut dire les deux. Ouais.
Et toi, Eric, Nicolas Rividi, pardon, la BD, c'est pas Tu ton m'as truc, pris si. pour Eric Garnier. Si. C'est pas vrai. Mais il est Mais on les tellement confond présent. souvent, Il je est- trouve physiquement. Ouais, il y a- ouais. Oui, Il y a un bah truc, oui. ouais. Il y a Mais vraiment c'est un truc, évident, ouais. mais Ouais. je me demande pourquoi vous avez mis tant de temps pour vous en apercevoir. Eric Garnier, il est vraiment présent ce soir. Rividi, Rividi. Au rapport, chef. la BD alors. La BD, non, j'aime beaucoup la BD. Alors, je connaissais pas l'auteur, donc là, je viens de regarder son site perso, et donc ça donne un bel aperçu. Donc, intéressant. Je vais aller voir pour en découvrir plus. On avait eu l'occasion de faire intervenir par téléphone celui qui a organisé donc, ce salon. Il est intervenu par téléphone quelques jours avant le salon. Le deuxième livre de ta sélection, Nicolas, de ce soir, est le traité des gestes de Charles Danzig. Danzig. Ouais. Alors tu m'as dit que vous organisiez une rencontre avec lui au mot à la bouche. Tu peux nous en dire un peu plus? C'est à la fin du mois, je crois. Oui, on est très content d'organiser cette rencontre car ça n'avait pas pu se faire pour son livre précédent qui s'appelait Histoire de l'amour et de la haine et qui vient de sortir en poche et qui est à ma connaissance le premier roman français et peut-être le seul qui est revenu sur la période très dure des débats sur le mariage pour tous et qui l'a fictionnalisé. Et donc la rencontre avec lui, ce sera mercredi 29 novembre à 19h au sous-sol des mots à la bouche. Alors d'abord un petit mot sur Charles Danzig pour ceux et celles qui ne le connaissent pas encore. Il a publié de nombreux essais, romans, recueils de poèmes. Il a traduit Oscar Wilde et Francis Scott Fitzgerald. Il a reçu de nombreux prix littéraires. Parmi les livres qui ont eu un grand écho médiatique et qui ont été des succès de librairie, on peut citer son Dictionnaire égoïste de la littérature française en 2005 et son Encyclopédie capricieuse du tout et du rien en 2009. C'est aussi un homme de radio. Il a produit et présenté sur France Culture de 2011 à 2017 l'émission Le Secret Professionnel, où il cuisinait ses invités sur la façon dont il créait. Et dans un registre plus gai, en 2013, on lui doit la première étude sur le nu masculin en littérature qu'il a fait pour le catalogue de l'exposition Masculin-Masculin au musée d'Orsay. Alors il est par ailleurs toujours éditeur chez Grasset, chez qui il publie ses livres, et il y a lancé en 2015 une revue littéraire internationale intitulée Le Courage, dont 3 numéros sont sortis pour l'instant. C'est donc un passionné de toutes les littératures, extrêmement érudit, qui adore transmettre les plaisirs de la lecture et des arts en général, et il est ouvertement gay et s'est plusieurs fois engagé dans les combats militants, par exemple lors du mariage pour tous. Et de quoi parle son livre? Alors son livre Traité des gestes tente d'attraper nos gestes au vol par tous les moyens. Ce sont donc plein de petites entrées, des remarques, des souvenirs, des observations, des gestes humains, les siens, ceux de ses amis, de ses amants, des passants dans la rue, des hommes et des femmes, des acteurs et des actrices, des enfants, des vieillards, des gouvernants, des gouvernés. Et donc il catalogue avec finesse et humour les gestes de la virilité et de l'efféminement, des différentes parties du corps, de ceux qu'on fait pour soi-même ou pour les autres, des gestes oubliés ou de ceux qui émergent grâce aux nouvelles technologies, des gestes d'amour et de haine, des gestes signifiants ou purement fortuits, de ceux très travaillés à ceux complètement inconscients. Donc le résultat pourrait avoir le côté un peu scolaire ou sérieux des encyclopédies, mais c'est en fait très espiègle, souvent drôle et surtout très personnel. Donc je vais vous en citer quelques-uns pour vous donner une idée. Évidemment, ma sélection sera un peu orientée. Alors, je cite. « Vers l'âge de 20 ans, j'ai imité un geste de mon père, celui de me lever au spectacle en me tenant les hanches. C'était inepte, mon père avait une sciatique et moi pas, mais je l'admirais ou son souvenir. Il est mort quand j'avais 10 ans. » Autre citation. « Le flipper est très masculin, espèce de vagin géant à néon où des adolescents pré-baiseurs font gicler des spermatozoïdes. Et ils le savent très bien. Geste des garçons au flipper, déhanchement, grande tape retenue, tape sur le côté. Tranquille assurance qui finit en cambrure de déception, un bras en l'air. » Une autre, les applaudissements à la fin des premiers mariages gays en France étaient pour les mariés, mais plus encore pour nous qui y assistions. On a gagné et haineux, vous avez perdu. Pour certains hommes, l'archétype du fumeur était, disons, James Dean. Viril et nonchalant, accoudé à la barrière comme un étalon prêt pour l'assailli, il fumait sa cigarette sans filtre, surcroît de virilité. La virilité est une comédie apprise, comme la féminité. Tout homme avec un mégot aux lèvres pouvait se croire un séducteur, la publicité l'avait bien compris. La publicité, c'est du sexe. Elle cachait que James Dean était un myope timide, aimant certains jeux avec la cigarette qu'il avait fait, dit-on, surnommer le cendrier, ce qui ne contredit d'ailleurs pas nécessairement la virilité. Et une petite dernière pour la route. La différence, la très grande différence entre les gays et toutes les autres minorités, c'est qu'ils sont minoritaires partout. Les Noirs sont majoritaires sur tout un continent, les Arabes sont majoritaires et même presque seuls dans les pays arabes, les Juifs sont majoritaires en Israël, etc. Mais les gays,
Nous avons un sentiment d'isolement dans toute société que nous seuls éprouvons. Un Indien à Londres est minoritaire et éventuellement méprisé, mais il se sait originaire d'un pays d'1 milliard d'habitants, d'une vieille histoire, et ce petit pays de 60 millions de personnes ne va pas l'intimider. Il a un refuge dans l'espace, un refuge dans l'histoire. Le poème Afro-American Fragments de Langston Hughes commence ainsi « So long, so far away is Africa ». L'Afrique est loin, mais il y a une Afrique. Nous n'avons pas de terre originelle, nous n'avons pas de passé, nous sommes les seuls, et nous ne nous en créons pas un. Tout passé se crée, par des récits parfois fixés en monuments. Nous ne recensons pas nos histoires, ne rappelons pas au monde quels héros ont été chez nous, nous n'érigeons pas de monuments à nos morts, et pourtant nous en avons des persécutés. Nous construisons encore moins un monument aux vivants, avec ceux d'entre nous qui ont été heureux. Voilà, à la lecture de ce livre, vous vous retrouverez peut-être parfois en train d'essayer d'imiter certains gestes qu'il décrit pour mieux vous rendre compte, et vous serez ridicule dans votre salon ou dans le métro. Mais vous ne verrez plus jamais certains gestes comme avant, les vôtres ou ceux des autres. Très intéressant. Ça donne envie de le lire. Pas vous, Eric ? Tout à fait, ouais. Je trouve ça super intéressant. Et c'est un point de vue qui m'intrigue souvent et qui m'interpelle beaucoup. C'est le fait que dans notre communauté, il n'y a pas vraiment de transmission. C'est-à-dire qu'il faut recommencer toujours. L'approche culturelle, il faut la recommencer à chaque fois pour chaque individu, puisque quand on est gay ou lesbienne, les premières années de sa vie, en général, on le tait, on a un accès restreint et il faut attendre assez longtemps avant de découvrir qu'il y en a eu d'autres avant et une vraie culture. Donc c'est toujours à recommencer finalement ce problème de transmission. Oui, très juste. Nicolas ? Oui, en fait, je crois par contre qu'on peut remettre la palme de la pire promo à Charles Danzig, parce que la seule autre fois où j'ai entendu parler de ce livre, c'était sur le plateau de Quotidien, dans une spéciale Trump, où il a été invité pour essayer de décrire les gestes de Trump. Et je me suis dit, si tout son bouquin, c'est de la psychanalyse de cuisine à base de « il met la main là, donc il pense ci », etc., ça va être catastrophique. Donc du coup, merci pour la chronique, parce que j'ai découvert le livre sous un autre jour, et effectivement, ça donne vraiment envie de le lire, parce que c'est pas des... En fait, les gestes sont un prétexte pour livrer un certain nombre d'états d'âme et un genre de journal public sur ce qu'il fait, ce qu'il pense, etc. Donc c'est tout de suite beaucoup plus intéressant présenté comme ça. Il faut qu'il arrête de parler de ses livres, en fait. Catherine, tu as aussi tendu l'oreille. Oui, merci pour ta chronique. En effet, moi, j'ai pas pu me rendre à cette journée, à ce festival à la mairie du 4e. Et tu nous présentes ici des ouvrages qui semblent absolument passionnants. Voilà, moi, je les connaissais pas, mais je vais me... voilà. Merci, ça donne envie. Isabelle, Nicolas donc, a adoré ton morceau. J'imagine que sa chronique, tu l'as aussi appréciée. Bien sûr, Brahim. Mais oui, non, mais c'est effectivement très intéressant, et notamment sur la BD. Moi, je suis une grande fan de BD et je ne connaissais pas cet auteur. Donc. Et j'irai voir, j'irai jeter un œil. Nicolas, pendant que tu es avec nous, on va un peu profiter de toi. Tu vas un peu nous parler des mots à la bouche. Alors, comment ça se passe, le mot à la bouche ? Il y a toujours du passage, toujours autant de livres. Oui, bien sûr, il y a toujours autant de livres, oui, il y en a toujours même beaucoup trop, hein. Là c'est les fêtes qui arrivent, donc il y a les éditeurs qui sortent tous les beaux livres et on ne sait plus où les mettre, etc. Et les gens, bien sûr, viennent toujours nous voir. Ça a un peu changé, on en avait un petit peu parlé ensemble sur la sociologie du quartier qui a un petit peu changé, mais oui, les gens continuent de venir nous voir. Ça fait encore sens, un endroit communautaire qui cherche à rassembler toutes ces cultures et qui les connaît et qui permet de rassembler des gens autour de ces auteurs, ces livres, ces films, etc. Bien sûr. Et les prochaines soirées qui sont programmées, 2 mots ? Tu as en tête un peu une liste d'invités ? Oui, donc à part Charles Danzig à la fin du mois, le 30, donc le lendemain, on reçoit un livre d'un photographe qui travaille sur l'érotisme masculin. On reçoit aussi avant, où ça vient d'être fait, comment il s'appelle, Baptiste Giabiconi, qui était le grand modèle de Karl Lagerfeld, qui venait dédicacer son calendrier, qui a lieu chaque année. Et voilà, c'est dans les choses à venir là récemment. Et si on espère, c'est pas encore fixé, mais mi-décembre, on espère recevoir les 2 acteurs principaux de 120 battements par minute, la Palme d'Or de Cannes, le film de Robin Campillo. Et voilà, on va essayer de faire une soirée autour de 120 battements.
Hélas, c'était pas la Palme d'Or, mais Grand Prix. C'est vrai, pardon, ça, c'est parce que j'en ai tellement rêvé. Mais oui, pareil. Et l'adresse du site internet des mots à la bouche, c'est Le site internet, c'est motbouche.com, donc motsbouche.com. Merci Nicolas. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, réalisée pour la partie radio par Isabelle Field et pour la partie Homo Micro TV par Daniel Lebras, et toujours avec moi Nicolas Van Stock, Catherine, Eric Brulin et tout de suite Nicolas Rividi pour le plus de l'actu. Alors Nicolas, tu nous parles ce soir de chemsex, c'est comme ça qu'on dit, non? Sexe, un sujet qu'on a déjà abordé dans l'émission à plusieurs reprises même. Tu peux nous en dire quelques mots? C'est quoi exactement pour des vieux comme moi qui ne savent pas trop? Hey, plan chem ce soir avec déjà 4 mecs, tu viens? Le mec, enfin le torse, qui me parle sur Grindr et que je ne connais pas, annonce clairement la couleur. Il consomme et veut être consommé. Si je réponds oui, je deviens à la fois son acheteur et son produit. Pourquoi faudrait-il d'ailleurs être correct entre produits? Il accompagne son message de 3 photos de lui, en fait essentiellement de sa bite. La fiche de vente est presque complète. Je ne donne pas suite, pourtant la proposition est dans l'air du temps sur les applications de rencontres. Le plan Chem, version raccourcie de chemsex, lui-même idiome anglophone, qui est issu de la contraction de chemical et sex. Il définit donc le fait de prendre des substances psychoactives durant un acte sexuel. En général, il s'agit de partouzes à 4 ou 5, voire beaucoup plus. En tout cas, la sauterie justifie la tentative de recrutement de tous les mecs du secteur. En théorie, le chemsex concerne tout le monde, hétéro comme homo. En pratique, c'est plutôt dans la communauté gay que les associations tirent la sonnette d'alarme. Hausse significative du nombre d'overdoses, dont certaines malheureusement sont fatales, surexposition au VIH en raison de l'injection de drogue intraveineuse, d'ailleurs on parle de SLAM quand ces injections ont lieu à l'occasion d'un rapport sexuel, et également on parlait de l'augmentation des conduites à risque liées au fait qu'on est dans un état qui ne permet plus forcément de d'avoir la même attention que si on était complètement sobre. Des lésions neurologiques irréversibles, des socialisations, les conséquences sont dramatiques et le phénomène tend malheureusement à s'amplifier. L'arrivée récente de drogues de synthèse bon marché efficaces que l'on peut se procurer en ligne a directement contribué d'ailleurs au succès du chemsex. Finalement, organiser un plan chem, c'est facile, il suffit de trouver les mecs, la drogue suit. Alors dis-nous maintenant le profil de ces personnes qui pratiquent le chemsex. Eh bien, aucun, Brahim. Les quelques témoignages de garçons adeptes de cette pratique révèlent des gens de toute classe sociale, tout niveau de revenus, tout niveau d'études, de l'étudiant fraîchement débarqué de sa région natale au retraité en passant par les cadres dynamiques et les ouvriers. Personne ne peut prétendre être intouchable face à ce phénomène. C'est d'ailleurs ce qui rend le mal si pernicieux et à la fois digne d'intérêt pour les médias. Il ne touche pas que des pauvres. On se souciait peu jusqu'ici des héroïnomanes déliquescents de la gare du Nord qui rendaient souffle sur le coin en granit des trottoirs parisiens, les yeux définitivement clos sur un artifice. Mais les gars qui font du chemsex sont des drogués cool, comme les gamins du 16e qui se poudrent le nez pour faire rebelle en achetant de la cocaïne au métro Jasmin. Aujourd'hui, les drogues sont propres et festives, alors il ne s'agit pas ici évidemment d'entrer dans un combat moral qui n'aurait finalement qu'un faible intérêt. En revanche, il convient de s'intéresser de près à ce qui encourage ce phénomène. Alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des gens qui veulent un peu s'échapper, la volonté un peu de quitter un peu une vie difficile, non? Mais bizarrement, c'était en fait effectivement un peu le réflexe dès qu'on commence à parler d'addiction. Mais alors, c'est surtout ce qu'on aurait pu dire il y a 20 ans en se disant qu'on ne devait pas forcément être très loin de la vérité. Mais les temps ont changé et les drogues aussi. Je parlais tout à l'heure de ces nouvelles drogues de synthèse et c'est la clé pour considérer le phénomène du chemsex. Les drogues utilisées pour les plans chem sont des drogues qui accentuent les capacités physiques, exacerbent l'essence. Elles font certes oublier le temps, mais pas pour s'en détacher, pour le rentabiliser. Depuis notre plus jeune âge, nous sommes élevés pour être des performeurs. Notre vie, dès lors que nos génitrices nous accouchent, est une compétition permanente que nous partageons avec nos pères. Ainsi donc, nous sommes balancés dans une vaste session d'entraînement qui doit nous mener au plus haut niveau. Nos parents sont nos premiers coachs, puis suivent une ribambelle d'adultes, le plus souvent des perdants au grand jeu de « j'ai gagné un max de blé ». Nos performances sont évaluées en temps réel. Les mauvais existent, mais ils sont très vite mutés dans une session d'entraînement adaptée. Les happy few qui, eux, tiennent la route sont canalisés. Tu es bon, maintenant, on va faire de toi un champion. Même entre mauvais, il est fondamental de s'assurer que le marathon soit perpétuel jusqu'à l'épuisement s'il le faut. Peu importe ce qui reste, pourvu que ce soit la crème dans chaque catégorie. Dans cette jungle, la performance vaut survie et devient vite un réflexe. Après les études, dans le travail, le même mécanisme est à l'œuvre, asservissant les laborieux en leur vendant une ascension qui n'arrive que rarement. Pour y parvenir, la performance brute ne suffit pas, il faut d'autres armes, d'autres audaces. Les très bons stagnent en haut, ceux qui veulent aller au-delà se dopent, se droguent, bref,
se font une amie de la chimie ou de toute autre magie qui, en échange, les propulse vers des terres inexplorées. Le lopin dont ils prennent possession est infertile, mais cela n'est pas grave, les sommets se payent aussi en sacrifice de soi-même. Le plan Chem, c'est la transposition dans la baise du monde tordu qui nous impose d'être les meilleurs. Ceci explique aussi le succès du chemsex et son indépendance vis-à-vis des catégories socio-professionnelles. La partouze organisée à l'arrache sur Grindr est triste, pas tant parce que des drogues y circulent, mais parce qu'elle montre à quel point notre intimité est dépendante des trophées qui sont nos objectifs quotidiens. Si l'on peut considérer que sucer 20 mecs dans une boîte à cul du Marais peut relever du plaisir pur, se faire enculer ou bien enculer pendant 24 ou 48 heures d'affilée demande plus que l'alliance de la performance et de la souplesse. Il faut se modifier pour accéder à des ressources d'ordinaire interdites. Finalement, alors ces garçons s'inspirent un peu des scènes de films porno, Nicolas. Eh ben pas tant que ça, le porno c'est une œuvre de fiction et c'est surtout une caricature. Le porno est remonté avec des effets spéciaux, des poses, des scènes coupées, bref c'est du cinéma. Le porno est davantage un révélateur qu'un guide. Il dit de façon assez juste ce que nous sommes et ce que nous voulons. Le porno tape souvent assez juste d'ailleurs parce que contrairement aux autres films, une production porno ne peut pas se permettre de déplaire au public qui est accessoirement sa seule source de financement. Au-delà des rapports sexuels extrêmes des plans Chem, je me suis d'ailleurs souvent demandé s'il n'y avait pas aussi une volonté morbide inconsciente. J'avais perdu ce que j'étais en train de dire. Une volonté morbide inconsciente dans le fait de participer à une partouze à l'occasion de laquelle certains participants peuvent crever. Les jeux du cirque nouvelle version dans laquelle la mise à mort de l'adversaire au sens propre comme figuré constituerait la satisfaction ultime du culte de la performance. Et le plus de l'actu ce soir, Nicolas? Dans une société où le culte de la performance justement est incontournable, soyons révolutionnaires pour vivre longtemps et heureux, revendiquons quelquefois le fait d'être mauvais et de bander mou. Tu termines bien. Bon, c'est quand même inquiétant tout ça. Mais encore une fois, c'est une histoire de garçons. Les filles, elles ne sont pas... Je sais pas, j'ai cherché un peu, j'ai pas vu trop d'occurrences de ce phénomène-là, chez les filles. Isabelle, Catherine? Non, j'ai pas vraiment d'infos sur le sujet. Ouais. Donc, elle préfère pas qu'on l'interroge, elle préfère rester muette. Isabelle, donc les mecs, on est vraiment dévergondés, pardon. Moi, ça m'arrive d'aller tout à fait, mais vraiment par hasard, sur les sites de rencontres. C'est toujours par hasard. Grindr. Et souvent, effectivement, je reçois des messages comme ça pour venir participer à des soirées et goûter à ces produits-là. J'espère que les gens se protègent au moins. C'est le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que étant donné qu'on est dans un état qui n'est pas forcément un état très sobre, je dis on en général, à titre personnel, j'ai jamais fait de chemsex, mais du coup, on se retrouve dans un état qui n'est pas compatible avec la réflexion entre guillemets ou la conscience qu'il faut pour dire à un moment il faut que je vérifie que le mec a bien une capote ou que moi je me suis protégé, etc. Donc en fait c'est ça le problème. Rajouter à ça les risques de transmission de VIH ou d'autres maladies par des échanges de seringues, etc. Finalement on en revient au même débat qu'au début des années 80 et à la fin des années 80 quand ACT UP expliquait comment se protéger du VIH et des autres IST, quoi. Donc le drame, finalement, c'est que les choses n'avancent pas beaucoup et qu'on en revient toujours au même problème. Nicolas Van Stock. Alors, sur la communauté lesbienne et le chemsex, j'ai rien lu non plus, mais effectivement, chez les gays, alors sur la prévention, moi, j'avais lu un article, je ne sais plus dans quoi malheureusement, qui expliquait que je ne sais pas comment ça se passe à Paris pour ça, mais à Londres, où ça a commencé avant Paris et où je crois qu'encore aujourd'hui, le phénomène est beaucoup plus violent qu'à Paris, enfin beaucoup plus avancé et touche beaucoup plus de garçons. Ce que les mecs faisaient, c'était qu'ils faisaient comme ça, effectivement, un week-end complet, un marathon de sexe à plusieurs et sous drogue, et allaient ensuite, le lundi matin, faire un traitement post-exposition dans l'hôpital du coin. Et c'est ça dont ils servaient comme prévention. Et donc, les associations se demandaient comment utiliser ces informations. Bon, évidemment, il y a la PrEP qui est aussi rentrée dans l'histoire, qui modifie les comportements des garçons. Et je voulais aussi ajouter un petit quelque chose sur le fait que ce phénomène est nouveau de par son ampleur et les drogues utilisées, mais on a, à ma connaissance, sans doute toujours baisé pas seulement les gays avec des substances. Je rappelle que l'alcool est une drogue et que c'est quand même pas nouveau de savoir que les gens se rencontrent, enfin, la consommation d'alcool et le sexe sont associés depuis toujours. Juste pour dire que c'est pas complètement scindé, ça sort pas complètement nulle part.
Je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi, ce que je retiens, ce qui fait écho par rapport à ce que j'ai lu ou vu par ailleurs, c'est ce souci de performance. En fait, il y a une nuance, pour moi, je ne suis pas du tout un consommateur de drogue, mais je pense qu'il y a une nuance entre la drogue récréative, libératrice de un peu qui on est, de nos tabous, machin, etc., et la drogue de performance. Et pour moi, ça révèle quand même beaucoup de choses sur ce que nous sommes, en fait. Plus que de vouloir être dans un moment de plaisir, on est dans un moment de performance. C'est ce que tu nous as expliqué, Nicolas, et moi qui me frappe. Nicolas ? Oui, juste un dernier petit mot de ma part sur le sujet. J'ai eu un témoignage direct d'un copain qui a participé à ce type de soirée et qui disait, c'est juste sur le rapport à la performance, lui disait en fait, c'était quand même super chiant parce que au bout de 2 heures, en fait, les mecs passaient leur temps sur leur téléphone après avoir un peu consommé des drogues et baisouillé un peu. Le seul but, c'était d'arriver à recruter d'autres mecs pour venir à la soirée. Et en fait, les gens passaient plus de temps scotchés sur leur téléphone comme s'ils étaient tout seuls chez eux, alors qu'ils étaient 10 ou 15 mecs à poil, avec des drogues, c'était de la profusion de possibilités. En fait, chacun était sur son téléphone à dire pourquoi on ne recruterait pas lui ? Et en fait, il passait plus de temps à chercher d'autres mecs à faire venir plutôt qu'à baiser ou se droguer. Bon, c'est un point de vue qui n'est sans doute représentatif de rien, mais c'est un témoignage que je partage. Non, mais c'est ce qui apparaît aussi, parce qu'il y a eu quand même quelques articles qui sont sortis cette dernière année et demie sur le sujet. Et effectivement, c'est des choses qui reviennent sur, en fait, finalement, de façon très paradoxale, l'ennui qui en découle. L'addiction qui fait qu'on ne peut plus baiser au bout d'un certain temps sans rentrer dans cette logique-là. Enfin, voilà, c'est assez intéressant, en fait, ce paradoxe. Les gens cherchent quelque chose, finalement, non seulement ils ne le trouvent pas, et en plus, ils trouvent exactement l'inverse. Donc, après, il convient de... C'est pas un jugement, enfin, il ne faut pas que ce soit pris comme un jugement, mais c'est vrai que c'est assez intéressant comme phénomène sociologique. Je viens de recevoir un SMS d'Éric Garnier, super, je vais goûter. Donc, il nous en reparlera la prochaine fois. Mais avec le décalage horaire. Avec le décalage horaire. Je parlais tout à l'heure d'applications, mais c'est vrai que Hornet font beaucoup de prévention et d'infos à ce sujet-là, en fait. Et ça mérite d'être souligné. Grindr aussi. Il faut reconnaître, il y a de plus en plus, sur les applis, il y a quand même de plus en plus de messages de prévention sur tout ça. Donc, ils ont quand même fait un gros effort aussi. Pour Anki et Scruff, je ne sais pas du tout où ils en sont, mais en tout cas pour Hornet et Grindr, c'est à peu près équivalent. Merci. La prochaine fois, tu iras en reportage avec Daniel Lebras et filmer un peu des scènes comme ça. Oui, bien sûr. En film, pourquoi pas, j'aimerais bien. J'ai toujours rêvé de passer à la télé, moi, tu sais. Merci Nicolas. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. On finit cette émission avec Éric Brulin. Ce soir, tu nous parles cinéma. Exactement, on est en plein pendant le festival Chéri Chéri et j'ai eu la chance d'assister à une avant-première jeudi dernier, celle de Battle of the Sexes, donc j'avais envie de vous en parler ce soir. Et alors ce film parle de quoi ? Alors, contrairement à ce que son titre pourrait évoquer aux plus obsédés d'entre nous, Battle of the Sexes, c'est pas un porno, c'est un long métrage tiré d'une histoire vraie sur la lutte des femmes pour l'égalité salariale en tennis. Alors là, je vois que vous commencez... J'ai vu d'ailleurs Nicolas bailler. Il a baillé, on le verra à l'écran. J'ai un bâillement coincé voilà, depuis une demi-heure. Et il se dit, Eric, il a perdu complètement le sens commun. Il se croit sur France Inter dans le masque et la plume. Eh bien non, je sais que vous aimez les masques, je sais que vous aimez les plumes. Mais ce film a tout à fait sa place ici, parce qu'en fait, non seulement il traite de l'égalité homme-femme, mais il aborde aussi la question du genre et celle de l'homosexualité féminine, puisque l'héroïne du film est bisexuelle. Alors tu commences vraiment à nous intriguer, Eric. Quelle est l'histoire ? Alors d'abord, un petit peu de contexte. L'action se déroule aux États-Unis au début des années 70 et elle raconte l'histoire d'un groupe de championnes de tennis donc, qui ont décidé de se battre pour l'égalité homme-femme. Et elles vont se retrouver embarquées dans un invraisemblable cirque médiatique dans lequel elles vont devoir se mesurer aux hommes. Enfin, en tout cas, l'une d'entre elles. Alors, les années 70, c'est pas seulement 15 ans avant la naissance de Brahim, c'est aussi une période de libération des mœurs, une période de revendication féminine, homosexuelle et raciale. Aux États-Unis, vraiment, on a un bouillonnement à cette époque-là. On voit notamment des manifestations dans les rues de femmes qui brûlent leur soutien-gorge en disant et en revendiquant leur autonomie, leur besoin d'indépendance. Au niveau du tennis, puisqu'il s'agit de tennis également dans ce film, eh bien, on vit une période
transitoire entre l'amateurisme et le professionnalisme. Et les gains, l'argent dans le sport, dans ce sport, les gains commencent à arriver et les gains sont de plus en plus significatifs. Enfin, significatifs surtout pour les hommes, puisque les meilleures mondiales gagnent, elles, entre 8 et 12 fois moins que leurs homologues masculins. Alors du coup, une des joueuses, la numéro 1 mondiale de l'époque, l'américaine Billie Jean King, décide de lancer un circuit féminin plus rémunérateur et elle regroupe autour d'elle quelques joueuses pour donc se lancer dans cette aventure très risquée. Cette activiste, donc Billie Jean King, se voit soudain l'ennemi public numéro 1 de bien des hommes qui s'indignent de cette volonté des femmes de gagner autant qu'eux. Et en fait, on a une parole outrancière qui vraiment se trouve libérée à ce moment-là, avec un porte-parole masculin qui s'appelle Bobby Riggs, qui est un ancien champion américain. Alors, il sort quand même des choses hallucinantes, ce Bobby Riggs. Alors, c'est un peu un clown médiatique quelque part, mais ce qui est plus choquant, c'est le fait qu'il y ait tant d'hommes qui souscrivent à son message. Et ce message, eh bien, il y a quelques... Alors, j'en cite 2, parce que je trouve qu'elles sont assez effrayantes quand même. Il dit « Oui, moi, j'adore les femmes en cuisine et dans mon lit. » Il dit aussi, les femmes sur un terrain de tennis, bien sûr que c'est utile, qui donc pourrait ramasser les balles si ce n'était pas elles. Donc on voit vraiment le misogyne absolu. Et du coup, ce misogyne lance un défi à Billie Jean King, qui l'accepte. Et ces deux-là vont jouer un match de tennis, l'un contre l'autre. Et ce match va rassembler 30 000 spectateurs. C'est une des plus fortes audiences d'un match de tennis de toute l'histoire de ce sport. Et plus de 90 millions de téléspectateurs, en direct. Alors, je ne vous donne pas le score, vous irez voir le film pour le savoir, mais c'est vraiment un moment clé aux États-Unis de la bataille pour la libération des femmes et l'obtention des droits, et notamment de l'égalité salariale. Et l'héroïne, est donc lesbienne, n'est-ce pas ? Absolument. Billie Jean King, au moment de cette histoire, est mariée, mais elle a rencontré peu de temps avant ce match mémorable une jeune femme qui va changer sa vie. Alors, le film le montre de manière un peu maladroite, à mon avis, et il nous montre la naissance de cette idylle entre les deux joueuses et comment cette idylle va finalement préfigurer le deuxième grand combat de la vie de Billie Jean King, qui n'est pas développé dans ce film, et qui est son combat pour les droits LGBT. Alors, le film et cette histoire qui est véridique soulève un certain nombre de questions auxquelles on n'a pas toujours des réponses aujourd'hui, et on continue à voir ces questions revenir sur le devant de la scène. Elles ont trait, en général, au lien entre femmes et sport. Alors, parmi ces questions, on a est-ce qu'une sportive femme doit forcément être féminine ? Est-ce qu'elle doit être jolie, maquillée, féminine, etc. Est-ce qu'une athlète femme musclée et forte joue, comme diraient les autres, forcément comme un homme ? On l'entend souvent, on l'a entendu même encore récemment pour Amélie Mauresmo, on l'avait entendu. Est-ce qu'il y a un sens en sport à confronter hommes et femmes dans une même discipline ? Ça reste une question qui est reposée régulièrement. Est-ce qu'une sportive homosexuelle peut réellement recevoir le même traitement que les autres sportives femmes ? Ça aussi, on le voit notamment au niveau des sponsors, c'est une question qui est régulièrement posée. Eric, alors est-ce que cette histoire solide fait un bon film ? C'est plutôt un bon film, oui. C'est pas un chef-d'œuvre, on va être clair, mais il y a vraiment des points forts. Tout d'abord, moi j'ai retenu la performance des acteurs. Alors, le rôle de Billie Jean King est joué par Emma Stone, que vous aviez vu dans La La Land, et celui de Bobby Riggs est joué par Steve Carell, qui est incroyable dans ce rôle. Steve Carell, lui, il l'avait joué dans Little Miss Sunshine, et puis aussi dans une série américaine qui était The Office, la reprise de la version britannique. Les réalisateurs, c'est un couple, en fait, c'est Jonathan Dayton et Valerie Faris, qui étaient eux aussi aux manettes de l'excellent Little Miss Sunshine. Là, je trouve qu'ils nous proposent une reconstruction vraiment très convaincante de l'époque, très convaincante des matchs. Il y a un vrai réalisme. Moi, je suis un fan de tennis, je joue beaucoup, je vois beaucoup de matchs. Je trouve que c'est rare de voir en cinéma des reconstitutions qui font aussi vrai que celle-là, donc ça, c'est plutôt un point fort du film. Alors, au rayon des points un peu moins positifs, il y a parfois certaines longueurs, je trouve, et la façon dont l'histoire d'amour de King, la façon dont ils décrivent l'histoire d'amour de Billie Jean King est un petit peu mièvre quand même parfois. Ils auraient pu, je pense, traiter ça de manière un peu plus habile, alors que c'est une partie importante de cette histoire. Alors,
Moi, je vous le recommande. Je vous recommande d'aller voir ce film, ne serait-ce que pour vous replonger dans cette extraordinaire histoire qui va sûrement vous donner envie d'en apprendre plus sur son héroïne, Billie Jean King. Il y a un documentaire qui porte le même nom, qui est un peu plus complet, Battle of the Sexes, je vous le recommande. Pour votre information, Billie Jean King, non contente d'avoir été l'une des plus grandes championnes et l'une des plus titrées de l'histoire du tennis mondial, elle a été aussi la première sportive de premier plan à faire son coming out, c'était en 81. Elle a donc fait considérablement progresser la cause des femmes dans le sport, puisque l'US Open a accordé l'égalité des traitements hommes-femmes dès 1973. Roland Garros, il a fallu attendre 2007, si je ne me trompe pas. Elle est devenue la première femme décorée de la médaille présidentielle américaine de la liberté. C'est Barack Obama qui lui a remis en 2009. Et puis, petit clin d'œil, elle a aussi mené la délégation olympique américaine lors des Jeux de Sochi en pleine interdiction par Poutine de toute promotion de l'homosexualité. C'était un acte volontaire de Obama. Et quand il y a des choses comme ça, Billie Jean King, elle est toujours partante. Donc, moi, je vous le recommande. Oui, allez-y. Et c'est dès le 22 novembre. Merci Eric, alors tu as réussi à faire une chronique cinéma et sport à la fois. Cinéma, sport, homosexualité, féminisme, tout. Et tu t'es retrouvé un peu parce que tu joues au tennis toi-même. Ouais, je suis un grand fan. J'avais très peur de la façon dont ça allait être tourné et j'ai trouvé ça impressionnant. Merci Eric. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. On va terminer cette émission avec Catherine. Aujourd'hui, c'est la journée du souvenir des personnes trans. Tu veux nous en dire un mot ? Oui, rapidement, un mot. C'est donc la journée, on va dire, mémorielle des personnes trans, des victimes. Donc on décompte sur ces 12 derniers mois 325 victimes. Voilà, je voulais pas qu'on termine cette émission sans en parler. Merci à toi Catherine, merci d'être venue à mon micro le mois prochain j'espère. Bien sûr, on merci de m'avoir invité. Merci Nicolas, à très vite. Mais oui, à très vite, ouais. Au revoir Eric Brulin. À bientôt. Nicolas Rividi, ciao. Oui, salut, à bientôt. On me dit qu'il y a encore 1 minute 30 où on peut tenir pendant 1 minute 30. Moi, tu parlais des femmes, moi j'adore les femmes à mon micro. On n'a pas assez de femmes autour de la table. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Catherine et on a toujours en régie Isabelle. Mais voilà, on fait appel sans cesse à de nouvelles chroniqueuses, n'est-ce pas, C'est Brahim ? vrai. La semaine prochaine, nous aurons Victoria aussi qui reviendra parmi nous. Donc il y aura de plus en plus de filles, vous verrez, en 2018. Merci On d'avoir n'avait été pas à dit la l'écoute. même chose déjà en 2017, non ? Si. C'est les bonnes résolutions, on essaye de les tenir et puis... Mais si, limite, il y a quand même un progrès. Parce que quand on voit l'émission Gouinement lundi, il n'y a pas beaucoup de filles. Il n'y a pas beaucoup de mecs, pardon. Non mais ça y est, c'est bon, on va se faire. Non, Mais d'ailleurs, en parlant- Bravo, Brahim, bravo. Sport, on a parlé sport et il y a une très bonne émission de Gouinement lundi qui a été consacrée au sport C'est vrai. qu'il faudrait écouter en Et- podcast sur le site de Mon Micro. Et comme on parle de Gouinement lundi, ce sera donc lundi prochain d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Hein, leur émission d'1h30. L'émission se termine. Merci d'avoir réalisé l'émission. Isabelle, à très vite. Au revoir Eric Brulin. Au revoir à tous. Salut Nicolas Oui, Rividi. salut, re-salut. On Ouais. se dit, Au revoir. Salut Catherine. Ibrahim, merci. Salut Nicolas Van Stock. L'émission a été réalisée pour la partie Homo Micro TV par Daniel Lebras. À très Merci vite. Daniel. Homo Micro.